Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Merci de nous suivre sur les ondes de Canal M. Savez-vous que la plupart des cabinets de médecins ou même les salles d'examen d'hôpitaux ne sont pas adaptés pour recevoir les personnes handicapées pour passer leurs tests médicaux? Notre système de santé fait vraiment preuve de discrimination envers les femmes handicapées. Comme elles le disent haut et fort, leur sein et leur utérus comptent, surtout qu'elles sont 600 000 au Québec. Elles se sentent mal accueillies, diminuées au moment où elles passent des tests de routine comme une mammographie ou des examens gynécologiques. Alors, pour aborder ce sujet, j'ai avec moi en table ronde Marjorie Onos, psychologue et chercheur spécialisée chez des parents en situation de handicap et maman en fauteuil roulant. Bonjour Marjorie. Bonjour Marjorie. Nous avons le privilège de partager le même prénom. Oui, exact. Alors, également en studio, Adèle Ngomben Nkot, organisatrice communautaire. Alors, volet défense des droits pour moelle épinière et motricité Québec. Bonjour Adèle. Bonjour Marjorie. Alors, bienvenue à Vivement les femmes à toutes les deux. Merci. Un peu plus tard dans l'émission, on va avoir Isabelle Ducharme qui sera au téléphone et qui fera un témoignage. Mais avant tout, j'aimerais en début d'émission vous faire écouter une capsule vidéo qui nous mettra en contexte. Cette capsule est intitulée « Mes seins et mon utérus comptent aussi ». Cette capsule sensibilise au manque d'accès aux soins de santé spécifiques pour les femmes en situation de handicap. Alors, on va entendre des témoignages sur le manque d'équipements adaptés pour des mammographies et des échographies et aussi une grande méconnaissance de la parentalité chez les personnes en situation de handicap. Alors, tout de suite, on vous passe la capsule. Nous sommes plus de 600 000 femmes avec un handicap physique au Québec. Nous sommes des mères, des athlètes, des professionnels, des étudiantes, des amis, mais on n'est ni des victimes, ni des êtres d'exception, mais des citoyennes à part entière. Je suis handicapée depuis ma naissance, c'est une spina bifida. J'ai 60 ans, je suis ingénieure de profession. J'ai 36 ans et je suis intervenante sociale en milieu hospitalier à Montréal. Les personnes à mobilité réduite sont discriminées dans la plupart des sphères de la société. En tant que femme handicapée, on l'est doublement, surtout quand on entre dans le système de santé. Stigmatisées par nos différences, à un point tel que la société oublie souvent de nous intégrer. Un défi pour moi dans l'accès des services de santé, c'est tout ce qui est les cliniques gynécologiques. Vous savez, quand on rencontre un médecin une première fois, il passe une espèce de questionnaire formel avec des questions standards. Et rendu à la question de la sexualité, avez-vous une sexualité active? Il ne m'a pas laissé répondre. Il a dit « assurément non », il a coché « non ». En ce moment, on est exclus dans les statistiques parce qu'on ne nous voit pas comme des parents potentiels. Et on ne peut pas donc justifier le besoin de services ou le besoin d'adaptation à l'intérieur de nos lois et de nos politiques. La plupart des gynécologues, moi, j'en connais pas, qui ont des termes qui sont adaptés. Elles sont trop hautes, les termes, généralement, ce qui fait que je me retrouve avec des personnes qui doivent me prendre les jambes, les bras, essayer de me garrocher sur la table. L'atteinte à la dignité, l'atteinte au respect de soi-même, surtout pour des gens comme nous autres et qui veulent se prouver dans la société comme des personnes normales, c'était des situations très difficiles à vivre. Étant donné qu'une machine de mammographie, elle n'est pas adaptée, je me suis retrouvée à avoir les roues dans la machine. Vous pouvez vous imaginer à la dignité, quand je suis un petit peu en équilibre, à moitié nue, à me tenir après une machine. Et puis, j'ai dû revenir 2 fois puisque les images n'étaient pas bien prises
Ils ne pouvaient pas bien voir à l'intérieur de mon sein si j'avais des tumeurs cancéreuses. L'accès aux soins de santé est un parcours du combattant pour nous. Dans mon cas, ça a failli me coûter la vie suite à un diagnostic de cancer de l'ovaire qui était rendu de la grosseur d'un pamplemousse. Tout ça à cause du manque de connaissances du personnel soignant à propos des blessures médulaires. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on va offrir comme service de santé à la prochaine génération de femmes qui sont en situation de handicap? C'est une capsule vidéo qui dit tout. Moi, c'est presque la 3e ou 4e fois que je l'écoute et puis qui parle vraiment de tout la problématique dans son ensemble. Donc, la première question serait pour vous, Adèle. Donc, vous êtes organisatrice communautaire chez Moelle épinière et motricité Québec. Oui. D'abord, nous expliquer c'est quoi une personne blessée médulaire? Une personne blessée médulaire, grosso modo, c'est quelqu'un qui a eu un accident à la moelle épinière. Donc, la moelle épinière est atteinte. Elle est soit sectionnée complètement ou partiellement. Donc, quand c'est complètement, ça crée une paralysie totale. Donc, selon l'endroit où elle est sectionnée et étendue, on va avoir une personne qui est paraplégique. Donc, ça, c'est au niveau inférieur. Donc, plus on est au bas de la colonne vertébrale, on a une atteinte qui va affecter les membres inférieurs. Si on a une atteinte à la colonne au plus haut, donc au niveau des cervicales par exemple, on va avoir une tétraplégie dont les 4 membres vont être atteints. Donc, on va toujours parler d'une paralysie qui peut être complète ou partielle, mais le partiel ne veut pas nécessairement dire que la personne, elle va marcher. Il y a toujours elle peut avoir certaines fonctions, par exemple, qui vont une certaine motricité, mais pas toujours. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, il y a aussi des maladies qui touchent la colonne vertébrale, comme le spina bifida. Quelqu'un peut avoir un cancer, par exemple, qui fait en sorte que on l'opère et on atteint la moelle épinière. Donc, généralement, les personnes qui ont une atteinte, ce soit une maladie comme celle-là, ou un cancer, ou le spina bifida, ou d'autres. Il y en a d'autres que je n'ai pas nommées, la sclérose en plaques aussi. Ça peut aussi, ce qu'on voit plus souvent, c'est les accidents de la route, un plongeon de ski, quelqu'un qui fait une chute dans la maison en faisant la peinture. Oui. C'est aussi banal que ça. Quelqu'un qui fait une chute sur la glace en hiver, ce sont des choses qui créent une atteinte à la moelle épinière. Donc, pour simplifier la chose, voilà ce que je peux dire. Oui, je comprends. Donc, Marjorie Onos, donc, vous êtes psychologue spécialisée et puis vous êtes aussi autrice d'un livre. J'aimerais ça que vous nous parlez de votre histoire. Oui. Comment vous êtes arrivée? Oui. Alors moi, ça fait 25 ans que je suis psychologue. Oui. Et que je travaille auprès d'une clientèle de parents qui ont une déficience intellectuelle. Mais il y a 11 ans maintenant, alors que mon fils avait 16 mois, j'ai eu un accident de voiture. Et dans l'accident, ma moelle épinière a été touchée. Elle a été touchée à 2 niveaux, au niveau du cou et aussi au niveau du dos. Okay. Mais au niveau du cou, elle a été touchée, mais après, c'est revenu, alors qu'au niveau du dos, a fait une paraplégie. Donc, donc, c'est ça. Puis là, je parle beaucoup de parentalité, beaucoup de ça, parce que j'ai mon fils et puis c'est un peu ma spécialité. Oui, c'est ça. Puis lorsque c'est arrivé, votre fils avait 16 mois, donc encore un besoin d'être en fusion avec maman. Oui. Comment ça s'est passé? Ça a été le plus difficile, je dirais, parce que pendant 6 mois, j'ai été à l'hôpital ou en centre de réadaptation, où j'ai dû vraiment tout réapprendre. Alors, Thomas a dû être élevé par mes parents pendant ce temps-là. Et mes parents me l'amenaient à tous les jours pour visiter.
Je poursuis ma discussion avec Marjorie Onos, psychologue et chercheur spécialisée, et Adèle Ngomben Nkot, organisatrice communautaire. Donc, Adèle, vous avez expliqué en début d'émission ce que c'était une personne blessée médulaire. Maintenant, vous faites la défense de droit à moelle épinière et Motricité Québec. Cette organisation, quelle est sa mission? En fait, Moelle épinière et Motricité Québec existe depuis plus de 75 ans. C'est un organisme qui a été créé par des anciens combattants qui revenaient de la guerre. Justement, c'est des personnes qui avaient des atteintes à la moelle épinière. Et donc, au fur et à mesure, c'était surtout d'arriver à intégrer ces personnes dans la société, à avoir des soins adéquats. Donc, actuellement, notre mission est basée sur 4 axes principaux. Donc, on veut favoriser l'autonomie et l'intégration des personnes à notre société. On travaille donc sur l'intégration sociale. Moi, j'ai des collègues qui travaillent à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, qui sont là sur place à recevoir des personnes qui sont nouvellement blessées médulaires ou qui ont une lésion médulaire et qui leur montrent vraiment comment on peut cheminer et retourner en société et vivre sa vie. Parce qu'il y a un après. Il y a un après cet accident, après cette blessure, après ce crash. Donc, il leur montre ça. Ensuite de ça, nous, on est en défense des droits. Qu'est-ce qu'on va faire? On a plusieurs volets. On a 2 principaux volets en défense des droits. On va avoir des dossiers individuels. Donc, quelqu'un vient me voir parce qu'il a un bris de service quelconque et aimerait qu'on l'aide. Et il y a aussi un volet collectif, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on est en train de faire avec Marjorie cet après-midi, c'est de défendre les droits collectifs de toutes ces femmes qui n'ont pas accès adéquatement à des services de santé spécifiques aux soins des femmes, en fait, et que donc, comme elles sont handicapées, elles ne les ont pas. Voilà, il y a aussi, on a un volet employabilité qui couvre la grande région de Montréal, par exemple. Donc, j'ai des collègues pour des gens qui cherchent de l'emploi dans la région de Montréal. On a ces services-là. Et on fait aussi de la recherche à Mémo Québec. On soutient et on travaille avec des professeurs des universités, des centres de recherche pour justement faire avancer la recherche dans le domaine pour les personnes qui ont une lésion médulaire. On a aussi une fondation qui aide toute personne, selon, bien sûr, il y a toujours des critères. Parfois, c'est avoir un matériel que quelqu'un ne pourrait pas s'acheter autrement. On sait que lorsqu'on est en situation de handicap, on devient très vulnérable. Vulnérable au niveau de la santé, au niveau monétaire aussi. Donc, on soutient autant qu'on peut nos membres, nos concitoyens et concitoyennes là-dedans. Donc, voilà les 4 principaux volets qu'on a. Alors, nous, en défense des droits, on peut nous rejoindre à travers tout le Québec. Donc, on est un organisme défense des droits, intégration sociale. On couvre tout le Québec, même la recherche aussi et la fondation. Alors, les gens peuvent nous rejoindre facilement s'ils ont un problème à faire valoir le droit dans le système de santé ou même en emploi. Dans tous les secteurs, on les soutient et accompagne là-dedans. OK. Vous, Marjorie, est-ce que vous avez fait affaire lors de votre blessure par la suite avec Motricité Québec ou... Oui. Oui, OK, d'accord. Tout de suite, en fait, dès que je suis arrivée à l'IRGLM, à l'Institut de réadaptation, j'ai eu des conseillers pairs qui sont venus, qui m'ont dit, qui m'ont rappelé, qui m'ont montré, qui m'ont encouragée à continuer à vivre, puis à démontrer qu'il y avait tellement de possibilités. Le fait d'être en chaise, finalement, la chaise n'est pas un obstacle, c'est un accès à la vie de tous les jours. Donc, c'est mes jambes maintenant. Et puis, c'est grâce aux conseillers pairs que j'ai eu le goût de reprendre ma vie comme avant. Ben exactement. Puis de faire tout ce que vous faites actuellement. Et puis, aussi même d'écrire et tout ça. Donc, ça donne la motivation, mais aussi, ça réveille aussi cette capacité-là de faire autrement, quoi. Oui. C'est ça. Puis maintenant, comment c'est venu l'idée de faire cette défense de droit au niveau des femmes handicapées pour les soins de santé? En fait, à l'intérieur de Mémo Québec, il y a un comité consultatif. Alors, je pense que, puis Adèle va me confirmer, c'est durant des conversations qu'on a eues
au comité consultatif dans lequel je fais partie, où on a parlé justement là, des besoins des femmes et comment ces besoins-là n'étaient pas répondus dans les services de santé. Je sais pas. Effectivement, le comité consultatif fait partie des comités permanents qu'on a à Mémo Québec et qu'on essaye de consulter dans la mesure du possible 1 à 2 fois par année pour ce comité-là. Et l'année dernière, effectivement, on essayait d'établir nos priorités, qu'est-ce qu'on veut faire. En fait, on avait réfléchi, c'était la dernière rencontre, on avait demandé à nos membres, vraiment, nous, on a pensé à ça, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? Et justement, ce dossier de la santé spécifique des femmes est arrivé. On savait qu'on allait le traiter. Comment on allait le traiter dans les médias? On ne savait pas tout à fait comment. Puis finalement, l'idée des vidéos est arrivée comme ça. Ça a été ce médium-là. Alors, le directeur général, Walter Zelaya, avait déjà cette idée-là, ne savait pas nécessairement où le prendre. Mais encore là, c'est un membre parce que la vidéo est vraiment un travail fait par les membres pour eux et par des personnes en situation de handicap parce que le vidéaste Benjamin Leclerc, c'est quelqu'un qui est en situation de handicap, qui est lui-même en fauteuil roulant. Donc, qui nous avait vu dans une sortie médiatique aussi pour un membre. Il s'est dit, appeler ce membre, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations qu'on vit? Donc, c'est vraiment tout le monde. Le comité consultatif, l'équipe de Mémo, tout le monde s'est mis ensemble pour travailler. C'est un résultat magnifique. Alors, voilà comment c'est arrivé. Et il y a une série, c'est vraiment une série de vidéos qui va sortir avec des thèmes qu'on avait retenu lors de cette consultation avec les membres. Il y aura le soutien à domicile. On va parler du chèque emploi-service, qui est un chèque, en fait, qui, via un mécanisme d'évaluation des besoins d'une personne, le CLSC peut octroyer un certain nombre d'heures que la personne va administrer via un chèque. Donc, on lui octroie des heures. Il devient comme un employeur d'une personne. Et bénéficier de cette somme d'argent-là. Voilà, grosso modo. Il y a cette thématique-là. On va parler de l'aide médicale à mourir aussi. On va parler... Donc là, c'est les prochaines vidéos qui pourraient se faire dans ce cadre-là parce que ça touche toutes les sphères. C'est ça. Mais moi, quand j'ai écouté la vidéo, je me suis dit, c'est là que j'ai pris conscience aussi que même les tables chez les gynécologues ne sont pas adaptées. Puis on tombe des nues. Faire une mammographie aussi, puis on sait comment que c'est un test qui n'est même pas agréable pour nous. Donc, alors que c'est pas adapté. Mais comment on explique qu'on est quand même en 2023? Donc, comment on explique qu'il n'y a pas... cette conscience-là ne s'est pas faite au sein de nos milieux médicaux? Je peux y aller en disant tout simplement que ça ne doit pas nous étonner. La gente féminine, la femme, on n'a pas toujours compté. On n'a pas toujours compté, on est toujours discriminé d'emblée. Donc, ce n'est pas étonnant. Une femme, la santé d'une femme, ça comptait pas pour grand-chose. Et on le voit là dans ce cas ici, ça ne compte pas pour grand-chose. Tout a d'abord été fait pour un milieu masculin. Donc, historiquement, on essaye de corriger les choses actuellement. Et c'est pour ça que nous, on se dit dans cette vidéo, on va pas se taire avec ces femmes. Je suis là pour les soutenir aujourd'hui avec Mémo Québec. On veut dénoncer et on veut que ça se règle facilement. Mais historiquement, les femmes viennent toujours en dernier. Même quand on sort un médicament, avant qu'on ait le protocole pour les femmes, ça prend toujours le temps. On va dire un homme qui pèse ci, on va transférer la dose à une femme. Donc, c'est un peu ça qu'on vit dans le système de santé aussi, qu'elles sont... on les met de côté, en fait. C'est comme si elles n'existaient tout simplement pas. Mais une femme qui a des seins, qui a un utérus, on doit considérer qu'elle doit avoir des soins comme vous et moi. Elle doit jouir de ce corps-là comme n'importe quelle femme dans la société. Et il faut que ça change parce qu'on est en 2023, parce qu'on est dans une société riche comme la nôtre. Ce n'est plus acceptable et ça ne peut pas continuer. On ne pourra pas attendre 2030, là. C'est trop loin. C'est maintenant que ces femmes ont besoin de ces soins parce qu'il y a des cancers qui se développent, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui risquent leur santé. On ne peut plus accepter ça.
Le sujet que nous abordons touche près de 600 personnes au Québec, soit celui d'être accueillis avec des équipements adaptés aux personnes handicapées et blessées médulaires. Alors, nous poursuivons avec Marjorie Onas, psychologue et chercheur spécialisée, et Adèle Ngonben-Nkot, organisatrice communautaire. Donc, j'aimerais aussi savoir comment que ça se passe pour d'autres services, disons, je ne sais pas, aller se faire ausculter les yeux ou couper les cheveux ou d'autres services où ça peut demander des équipements adaptés. Marjorie, pouvez-vous nous le dire? Oui. Je fais un petit sourire parce que c'est les mêmes genres de problématiques. Mm-hmm. Alors, quand je fais pour mon examen des yeux, il faut tenter de me transférer sur la chaise ou alors me mettre sur le bout de mon fauteuil pour être capable de m'approcher pour qu'on puisse vraiment regarder à l'intérieur des yeux. Mm-hmm. La même chose pour le coiffeur. Je suis allée ce matin, justement. Oui. Alors, je peux transférer pour me faire laver les cheveux. Mais la difficulté est de remonter dans ma chaise après. Donc, je suis obligée d'y aller avec ma mère pour qu'elle puisse me soulever les fesses, retourner sur mon fauteuil. Mm-hmm. Alors, c'est des choses où on apprend à trouver des solutions créatives, parfois qui nécessitent de l'aide physique. Mais parce que je veux quand même me faire couper les cheveux, je veux quand même pouvoir me faire ausculter les yeux et tout ça. Donc, on fait avec ce qu'on a. Exactement, exactement. Est-ce que, on parle de, on est à Montréal, est-ce qu'en région, c'est pire ou bien ça se ressemble? Ça peut être pire. Ouais. ça peut être pire parce qu'en fait, on a la chance à Montréal que c'est une grande ville et que, il y a beaucoup de diversité. Mais en région éloignée, ça peut être pire. Moi, je peux vous dire que ce matin, j'ai parlé à quelqu'un dans la région de l'Estrie qui me disait, oui, moi, je peux me faire tous les examens dont j'ai besoin, mais ça prend toujours... tous les soignants sont bienveillants avec moi, donc ils vont essayer de m'aider en me mettant sur une civière, essayer, d'accommoder en fait. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que l'équipement soit déjà adapté. C'est pas de transporter quelqu'un à bras ou de l'aider, parce que tout ça aussi, c'est l'autonomie. À partir du moment où quelqu'un, comme Marjorie, va au salon, sa mère l'aide, ce n'est plus l'autonomie. L'autonomie, c'est se déplacer, se lever, aller tout seul faire les choses, revenir faire ces choses-là. Oui. Mais actuellement, notre système de santé ne permet pas à une personne en situation de handicap d'y aller toute seule, de faire tout ce dont elle a besoin seule. Non, il y a des gens à qui on demande, si vous n'amenez pas un accompagnateur, vous ne pourrez pas passer cet examen-là. Ce n'est pas normal. C'est le système de santé qui doit s'occuper de ces personnes. Je rentre dans un hôpital, tous les soignants doivent s'assurer que l'examen pour lequel je suis venue, que je sois en fauteuil roulant ou pas, qu'il soit passé. Mais nous, on a des membres qui reviennent. J'ai une collègue qui est en fauteuil roulant qui n'a pas pu faire son pap test il y a quelques mois. La salle était trop petite. Elle n'a pas pu entrer. Tout simplement. Il y a d'autres, ils entrent dans la salle, peuvent pas transférer sur la table parce que la table est trop haute. Est-ce que c'est normal au Québec qu'on vive ça? Non. Ce n'est pas acceptable. Tout à fait. Tout à fait. Wow. On sait qu'il y a des gens qui aident, c'est ce que vous venez de dire, Marjorie aussi. Donc, il y a soit nos familles ou même aussi les intervenants. Dans ça, je pense qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'aide, mais ce sont les équipements adaptés qu'on demande. Oui, on demande les équipements adaptés et on a aussi un problème avec l'aide qu'on demande parce que les gens ne sont pas autonomes. Si moi, je dois, Marjorie, amener sa mère ou si je dois accompagner quelqu'un, la personne n'est plus autonome. Et en fait, il n'y a pas la spontanéité. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que pour une personne en situation de handicap, à chaque fois qu'elle doit faire quelque chose, là, en l'occurrence, c'est le système de santé, c'est une montagne de choses. Si je veux aller à l'hôpital, je dois m'assurer, est-ce que l'entrée est accessible? Est-ce que les couloirs seront accessibles? Est-ce que l'ascenseur va fonctionner? Il y a ça. Si c'est au 12e étage, ça ne va pas. Je vais vous signaler une chose. À l'hôpital le CHUM qui vient d'être construit, à la cité de Laval, est-ce que c'est normal que pour des nouveaux hôpitaux comme cela, on n'ait pas des tables adaptées?
Ah non, ça c'est impensable. Voilà, ouais. c'est des nouveaux hôpitaux. Ce n'est tout simplement pas acceptable. Et ça, il faut que nos concitoyens, qu'on le sache tous là, que voilà ce qui arrive. Parce que nul n'est à l'abri d'une blessure ou d'une lésion à la moelle épinière. Et puis, la société, elle est vieillissante. Donc, comme on vieillit tous aussi, ben, à un moment donné, on aura besoin que ces choses soient adaptées. Alors, il faut que les salles soient adaptées pour des petites personnes, pour des grandes, avec tous les besoins que les gens auront. En fait, c'est pas normal là, qu'on dise que ben, vous retournez chez vous parce que la table elle est trop haute, parce que vous pouvez pas y accéder ou la salle est petite. Puis ça crée un stress de plus encore. De ne pas avoir réponse à toutes ces questions qu'on se pose avant un examen médical. Déjà, le passé, c'est stressant, donc c'est un double stress. C'est ça. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Toujours en compagnie de Marjorie Onos, psychologue et chercheur spécialisée, et Adèle Ngomben-Nkot, organisatrice communautaire. Donc maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que les femmes qui sont discriminées, est-ce qu'elles portent plainte? Est-ce qu'il y a des plaintes formelles qui ont été faites? Oui et non. Parfois, on accompagne des femmes pour qu'elles se défendent, mais pas toujours. Souvent, elles rentrent, elles nous le signalent. Écoutez, c'est pas toujours. Certaines personnes vont essayer de porter plainte à l'institution. Oui. Certaines personnes n'ont pas toujours l'énergie pour s'engager dans cette bataille-là. Et c'est ça qui est dommage, en fait, parce que généralement, ce sont des personnes qui sont fortes, mais elles se sont tellement battues pour la moindre chose dans leur vie que des fois, elles vont juste lâcher ce bout-là. Ouais. Et c'est là où nous sommes pour essayer de leur dire que, ben, écoutez, là, c'est votre santé, c'est important. Nous, on peut vous accompagner, vous soutenir là-dedans et faire en sorte que ça se dénoue. On peut dénouer des cas un à un comme cela, mais l'idéal, c'est qu'on n'ait pas à dénouer des cas un à un. Il faut absolument que le système de santé, on parle d'un système selon les principes de base que nous sommes tous égaux, n'est-ce pas? Alors, nous devons tous avoir les mêmes soins. Je ne dois pas avoir dans ma société une concitoyenne qui ne peut pas aller faire sa mammographie. Non, c'est inacceptable. Exactement. Il faut qu'elle soit capable de le faire. Et ce n'est pas à elle d'amener la solution comme un accompagnateur. Non, c'est le système qui doit lui donner toutes les personnes nécessaires pour ça. Nous sommes assez riches comme société pour que lorsqu'on sait, ils nous décrivent, on nous demande quand on va à l'hôpital, est-ce que vous avez une situation particulière? Elle va dire oui, je suis en situation de handicap. Donc, d'emblée, l'hôpital doit savoir que oui, cette personne-là, on a besoin d'avoir tel équipement pour qu'on puisse réellement faire son examen. Exactement. Donc, alors, dans ce que vous êtes en train, la promotion de ce que vous faites actuellement comme groupe, est-ce qu'il y a
des recours possibles ou vous êtes dans plutôt l'information, Nous la sommes dans revendication? l'information, la revendication et la sensibilisation. Nous avons voulu mettre cette vidéo sur la place publique pour interpeller nos élus. Tous l'ont reçu, cette vidéo-là. La population en général l'a reçue, les médias l'ont reçue. Nous ne voulons pas nécessairement dire au gouvernement quoi faire, mais nous attendons, par exemple, que ça soit fait. Parce que moi, représentant Mémo Québec, nous ne pourrons pas attendre 2030 pour que ça soit réglé. Parce qu'entre-temps, il y a des cancers qui se développent et qui peuvent entraîner la mort. On ne veut pas ça. Est-ce qu'ils vont dire, dans cette année, ce qu'on veut là, c'est le ministre de la Santé, le gouvernement peut décider que dans les prochains mois, chaque clinique de médecine familiale doit être accessible depuis sa cour jusqu'à ses salles d'examen. Oui. Je pense que c'est simple. Ça ne demande même pas de construire. Non. Et pour toute nouvelle construction, qu'elle soit accessible avec du matériel adapté dès le départ. Ce que nous dénonçons du CHUM, c'est que c'est un nouvel hôpital qui n'a pas de l'équipement adapté. Pas l'équipement, ouais. Voilà, donc je pense que c'est vraiment de sensibiliser tout le monde, de sensibiliser les élus et le législateur. Et là, s'il lui faut des lois, c'est à lui de voir. Mais nous lui avons apporté ça sur la place publique et nous espérons que le gouvernement va réagir. Oui, oui. Voilà. Marjorie, j'aimerais ça, je ne sais pas, avez-vous déjà été à l'urgence? Oui. Bon, alors déjà, on sait que c'est traumatisant même pour une personne qui n'a pas d'handicap, parce que c'est affreux, le temps d'attente et puis tout ce qu'on peut avoir là comme service. Pour une personne dans votre état, comment que ça se passe? Ça doit être encore terrible s'il n'y a même pas d'équipement adapté. Ouais. Ouais, justement, j'y suis allée la semaine passée au CHUM. Donc, la première chose, les stationnements handicapés, il n'y en a pas assez. Alors, moi qui conduis, je me suis retrouvée à devoir faire le tour du stationnement plusieurs fois alors que j'étais en douleur. Donc, déjà là, c'est un manque à l'accessibilité. Là, encore une fois, j'avais amené ma mère parce que je me doutais que je ne pourrais pas transférer nécessairement sur les civières. Oui. Mais c'est aussi, il y a le manque d'équipement, mais c'est aussi le manque d'information ou de connaissance de la blessure médulaire. Alors, j'arrive là, je dis j'ai mal au ventre, je décris mes symptômes et la personne qui est devant moi ne comprend pas que étant blessée médulaire, normalement, je ne dois pas ressentir la douleur ou je la ressens différemment. Donc, quand elle me demande de la décrire, les termes que j'utilise sont différents. Je ne peux pas dire exactement où dans mon ventre j'ai mal. Donc, on parle vraiment d'accessibilité aussi, je pense, en termes d'information, de connaissance de qu'est-ce que c'est les différentes situations de handicap et comment est-ce que ça peut avoir un impact sur les douleurs ou sur les maladies qu'on peut avoir, comment ça se traduit finalement. Oui, tout à fait. Et puis, au niveau du temps d'attente, est-ce que vous restez dans votre fauteuil roulant pendant tout ce temps-là? Alors, dans cette situation-là, parce que j'avais de la difficulté à respirer et que j'avais expliqué que d'être assis faisait que la respiration était plus difficile, ils m'ont fait transférer sur une civière. Et là, j'ai eu besoin d'un préposé. Donc, heureusement, je n'avais pas eu besoin de ma mère. Donc, c'est le préposé qui m'a placée sur la civière. Mais là, encore là, j'étais dans le corridor, comme la plupart de tout le monde. Moi, je fais attention. Quand il y a eu la COVID, on est resté isolé pendant 18 mois. Donc là, je gardais bien mon masque, mais c'est sûr que pour moi aussi, il y a cette problématique-là en termes des soins. Et puis, pour ce qui reste des examens, mais c'est un peu comme ce que Adèle, elle a dit. Si on fait des rayons X, on ne peut pas me placer comme dans la chaise parce que la chaise, il y a une armature. Alors là, on ne peut pas vraiment prendre la photo comme il faut. Il faut que je sois sur la civière, mais là, la civière, il faut qu'elle soit bien placée. Donc, il faut aller dans les plus grandes salles parce que les petites salles, je ne peux pas rentrer ou sortir. Donc, il y a toujours des petits détails. C'est souvent dans les petits détails que ça fait la grosse différence. Non, tout à fait. J'ai envie de vous demander, parce que vous êtes psychologue spécialisé,
Parce que tout ça, là, ça doit être atroce aussi psychologiquement, là, ça atteint souvent. Est-ce que vous aidez d'autres personnes au niveau psychologique? Qu'est-ce que vous faites comme psychologue spécialisé? En fait, moi, c'est plus de la recherche. D'accord. Il y a quelques années, j'ai eu comme une réaction post-traumatique à mon accident, mais un petit peu à retardement. Donc, j'ai eu une dépression qui a duré pendant très longtemps. Et une des raisons de la dépression, c'était justement cette bataille constante qu'il faut mener. Oui. Il faut toujours se battre, il faut toujours appeler avant, s'assurer que c'est comme accessible. Même si on a appelé avant, on arrive là, puis ils n'ont pas compris c'était quoi quand j'ai demandé « Est-ce que je peux rentrer dans la salle? » Mais oui, ça veut dire comme tu mesures la porte, tu mesures tu sais, donc des détails comme ça. Alors, ça a amené à... J'avais comme l'impression que la société ne me voulait plus ou je pouvais plus contribuer comme avant. Il fallait toujours que je demande la permission. OK, oui. Et ça avait beaucoup touché. Donc, la problématique de santé mentale peut s'ajouter à la problématique de la santé physique par cette... on fait face à ce capacitisme, c'est-à-dire que seul le corps qui n'a pas de déficience ou qui n'a pas de handicap peut atteindre et accéder à tous les environnements. Alors, pour nous, on est comme exclus de la société et c'est difficile parfois. Puis c'est là que vous avez été dans votre recherche. Oui, exact. Oui. Nous allons maintenant recevoir Isabelle Ducharme, je vous l'avais dit au début d'émission. Donc, Isabelle Ducharme, qui est présidente du conseil d'administration de Kéroul et qui nous fera un témoignage de son histoire, qui aurait pu avoir des fâcheuses conséquences. Bonjour Isabelle Ducharme. Bonjour. Alors Isabelle, on se connaît, hein? Oui. Oui, alors là, lorsque j'ai vu le nom, j'ai été voir, j'ai regardé la vidéo, puis tout de suite, je t'ai reconnue. Donc, alors, ça me fait plaisir de t'avoir à cette émission. Moi aussi. Oui. Alors, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps et que tu es venu vraiment en coup de vent. Donc, on va rentabiliser ce temps limite. En fait, j'ai le temps que vous m'accordez parce que j'ai libéré mon temps, moi, pour vous. Fait que bon! Vous me donnez le temps que vous voulez, je suis disponible. Ah, ben super, super. Donc, alors Isabelle, déjà, j'ai appris par la vidéo parce que ça fait quand même peut-être quelques années qu'on s'était pas vu. C'est là que j'ai appris votre histoire. Donc, j'aimerais ça qu'on commence par ça. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé. Ben, en fait, peut-être débuter par le fait que je suis une personne tétraplégique. Donc, il y a eu un accident de voiture, mais il y a maintenant en 1988. Et donc, je suis une personne qui se déplace en fauteuil roulant motorisé. Une personne qui, la tétraplégie veut dire que je suis affectée aux 4 membres. Donc, je ne sens rien en bas des épaules. J'ai un mouvement partiel des bras, mais donc aucune sensibilité, mais aussi aucun mouvement contrôlé ou voulu dans le bas du corps. Donc, je dépends beaucoup de mon intuition, je dépends beaucoup de mes préposés quand j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Les signes sont souvent les mêmes. J'ai des sueurs, j'ai des spasmes qui ne sont pas habituels. Et là, je pars à la recherche, l'investigation de où ça peut venir. Quand j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas tellement bien, puis que je trouvais rien de physique, là, de visuel, j'ai commencé à voir que mon ventre grossissait. Puis je me disais au début, ça fait quand même un certain temps que je suis en fauteuil roulant, c'est un peu normal. Puis là, tranquillement, j'étais à ma préposée, il y a quelque chose de plus. J'ai des sueurs constantes, ça marche pas. Peux-tu me palper un peu le ventre? Et là, elle m'a dit, on dirait qu'il y a quelque chose qui est pas correct. Il y a comme
je sens comme une bosse, comme quelque chose qui est là, mais qui n'est pas clair. Fait que j'ai décidé d'aller à l'urgence parce que c'était compliqué de trouver un gynécologue qui pouvait me prendre. Fait que j'ai dit, au moins à l'urgence, ils sont équipés, ils vont pouvoir me transférer, ils vont pouvoir investiguer. Je me suis présentée à l'urgence et j'ai passé sans problème. On m'a installée sur une table pour me faire examiner par l'urgentologue, pour ensuite me revenir et me dire, l'urgentologue refuse de venir vous voir, vous avez mal au ventre, vous êtes tétraplégique, donc c'est certainement une infection de la vessie. J'ai donc dit, je me connais, j'ai eu des infections de la vessie, je connais les symptômes, ce ne sont pas ceux-là. Pouvez-vous lui demander de venir, je suis déjà installée, là, au moins venir palper. Et il a refusé. Donc, je suis repartie chez moi avec une prescription pour infection de vessie, qui, non, bien sûr, rien donné. Et donc, quelques mois plus tard, je voyais que je continuais à aller mal et que mon ventre continuait à grossir. Alors, j'ai fini par trouver la possibilité d'un rendez-vous chez un gynécologue qui s'est pris avec 2 préposés du mieux qu'il pouvait pour me transférer avec l'aide de ma préposée sur la table d'examen. Et là, j'ai vu le choc dans son visage à l'examen physique. Il m'a demandé la permission d'aller chercher un collègue que j'ai appris par la suite, qui est un gynéco-oncologue. Et donc, j'avais une masse. On a fait échographie et tout. Et on a vu que c'était une masse rendue la grosseur d'un pamplemousse. Donc, si ça avait été pris quelques mois à l'avance, quand j'ai mentionné que j'avais un problème et qu'on m'avait écouté en tant que tétraplégique qui naissait son corps après 20 ans de tétraplégie, ça aurait probablement pu éviter donc ce fait-là, comme je l'ai dit dans la vidéo, justement. Donc, l'accès aux soins de santé est tellement important, mais l'écoute aussi du patient, qui n'existe pas beaucoup encore pour les patients en général. Et on sous-estime quelqu'un qui est tétraplégique, qui je me sens pas, fait que je dois pas savoir ce que j'ai. Mais donc, heureusement pour moi, il n'y avait pas de métastase, donc ça a été une opération. Donc on a pu, mais j'ai eu quand même des traitements serrés, contrairement à la moyenne des gens. On a aussi décidé de ne pas me donner chimio, radio à cause de ma tétraplégie, mais cette fois-ci réfléchi avec une table de médecins qui ont pris une décision, qui ont dit, dans la condition de madame, ça pourrait peut-être juste empirer sa situation, donc suivons-la de près. J'ai eu des suivis d'abord au mois, aux 3 mois, aux 6 mois, maintenant annuel en continuel. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, ça va bien. Oui. OK. Mais quand même, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être en métastase bien sûr. À travers ces mois-là. Fait que c'est pas rassurant. Et encore aujourd'hui, trouver un gynécologue est très compliqué. En trouver un qui a une table d'examen qui est ajustable, ou même d'avoir un lève-personne pour nous permettre de nous transférer est encore complexe. C'est pas encore dans tous les hôpitaux. Même mon gynéco-oncologue qui me faisait mon suivi, quand il a été transféré donc de l'hôpital Notre-Dame au CHUM, quand le CHUM a été bâti, sa salle d'examen est plus petite qu'avant, donc encore plus difficile de me transférer. Et il n'y avait pas les équipements non plus pour me transférer. Fait que, même quand on bâtit des nouveaux hôpitaux, on les bâtit en ne pensant pas à cette clientèle-là qui pourtant est très, très existante et très présente. Et donc, c'est vraiment une situation qui n'est pas facile à vivre en soi, mais encore moins quand on voit que même quand on est supposé d'évoluer puis d'avancer, ça reste le même problème. Encore aujourd'hui, les examens de mammographie ne sont pas du tout adaptés pour quelqu'un en fauteuil roulant. Moi, j'ai le bonheur que mon médecin a fait une prescription pour que j'aie une échographie du sein plutôt que la mammographie. Donc, je réussis quand même à avoir un examen, mais encore là,
il faut qu'une préposée vienne avec moi parce que les gens ne sont pas habitués de transférer quelqu'un sur une table pour faire l'échographie. Oui. Fait que c'est complexe. C'est ça. Isabelle, je vous ramène à la première rencontre à l'urgence, mais un médecin qui refuse, est-ce que vous avez porté plainte? À l'époque, j'étais tellement sur le choc que je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, avec le recul, avec l'expérience, avec le fait que je vois que c'est pas isolé, je me dis, mais j'aurais donc dû. Oui. Mais maintenant, j'ai plus le réflexe de le faire. Mais il faut le faire. Je pense que c'est un des messages à passer aujourd'hui avec notre conversation. Oui. C'est quand vous vivez des situations comme ça, faites les plaintes au bon endroit, faites des copier-coller, faites des... que ce soit pas juste à l'hôpital, par exemple, mais que ce soit aussi au CIUS, que ce soit pour que ce soit connu. Moi, quand j'ai été hospitalisée pour un problème pulmonaire il y a quelques années, et j'avais une longue liste là, de choses à dire, et j'ai fait les démarches non seulement auprès de l'hôpital, mais aussi auprès du CIUS, donc avec l'ombudsman de l'hôpital, et les suivis ont été faits et ça a fait des réactions, ça a fait des changements aussi. Fait que si on ne le dit pas, comme moi j'ai fait la fois d'avant, ben ça peut pas changer. En effet, oui. Donc, s'il y a beaucoup de plaintes de gens qui disent « on m'a pas écouté » ou des gens qui disent « j'essaie d'aller voir un médecin ou d'avoir un examen, mais ils sont pas capables de me prendre parce qu'ils n'ont pas l'équipement ou ils ont l'équipement, mais ils n'ont pas la formation pour bien l'utiliser », ben ça changera jamais. Donc, c'est parmi tous les messages, oui, c'est important de passer le message de « ça n'a pas de bon sens qu'on ne puisse pas suivre ces examens-là sans... » on a un manque de dignité totale, un manque de se faire transférer par des gens un peu n'importe comment, ben ça va pas bien. Là. Mais c'est ça, si on veut que ça change, il faut absolument faire ces démarches-là qui sont malheureusement lourdes. Oui. On est déjà on a déjà beaucoup de choses à faire. Tout nous prend plus de temps que la moyenne du monde pour s'habiller, etc., etc. Mais en plus, il faut ajouter les plaintes quand il y a des choses comme ça qui arrivent. Ça, on en a beaucoup sur les épaules, mais en même temps, c'est important de le faire. Oui, tout à fait. Donc, je poursuis au micro avec Marjorie Onos, psychologue et chercheur spécialisée, et Adèle Ngomben Nkot, organisatrice communautaire, et avec nous toujours Isabelle Ducharme, présidente de Qui roule. Donc, Marjorie, vous avez parlé de barrières systémiques avec tous ces services inadaptés. J'aimerais ça que vous ouvrez là-dessus, que vous nous expliquiez un peu. Mais pour moi, en fait, c'est que le système n'est pas pensé pour quelqu'un qui est en chaise roulante. Alors, même des fois, pour accéder au stationnement, pour payer, c'est trop haut. Les salles de bain sont pensées, mais pas en comptant l'accessibilité universelle, c'est-à-dire qu'on a chacun des besoins particuliers. Et comme on pense au système avec une personne qui marche en tête, eh bien, ça affecte tous les locaux, les équipements, mais aussi les attitudes. Isabelle parlait on n'a pas la formation pour connaître la différence d'une sensation quand c'est paraplégique versus quand on est debout. Et ça, c'est parce que on pense pas à cette population-là dans les services. Oui. Puis, il y a toutes sortes même si le personnel, des fois médical, il y a un bon vouloir et tout, mais il y a aussi des maladresses qu'on peut dire aussi. Vous en avez subi? Oui.
Un exemple, la semaine dernière, quelqu'un qui voulait, un préposé qui voulait m'aider à transférer alors que je lui avais dit « je suis capable de le faire toute seule Oui. » et qui m'a pris, je pense, le fond de culotte ou je ne sais pas trop pour me mettre sur la civière. Ouais. Mais en faisant ça, il m'a déséquilibrée parce que je ne m'attendais pas. Moi, je ne peux pas sentir une main qui est dans mon dos. Et alors, lui, il pensait m'aider peut-être, mais pour moi, c'était tout le contraire d'une aide. C'était au contraire quelque chose de très intrusif. Exactement. Isabelle, vous avez aussi la même expérience, sans aucun doute? Ah, absolument. Ou simplement, moi, dans mon cas, comme je ne peux pas me replacer moi-même comme il faut dans le fauteuil roulant, bien souvent, ils vont me replacer avec le lève-personne et la toile dans mon fauteuil roulant. Puis là, ils vont dire, bon, ben parfait, vous pouvez y aller. Mais là, mais non, je suis pas assez relevée dans le fauteuil roulant ou faut attacher la ceinture pour être sûr que je tombe pas en m'en allant. Fait qu'ils posent pas de questions, là. C'est comme, on a fait notre job, transféré, c'est fini, on s'en va. Oui, effectivement. Donc, alors, toute une éducation à faire. On est dans la dernière partie de l'émission, puis là, j'aimerais peut-être qu'on se prolonge un petit peu par rapport à la prochaine génération de femmes en situation de handicap. Quelles seraient vos préoccupations? Et puis, où encore les bons coups que vous faites maintenant, puis que vous espérez que ça donnera des résultats? Donc, vous pouvez y aller à la première qui a... Moi, j'ai envie de juste vous dire que déjà, je ne l'ai pas fait je pense que c'était pré-pandémie. Je l'ai peut-être fait une fois depuis la pandémie, mais j'ai eu connaissance que maintenant, en tout cas, je pense que c'est à l'Université de Montréal, dans la première année de formation des médecins, ils ont une obligation de suivre un patient à domicile. Pas juste dans mettons, j'ai mal à l'épaule, mais dans l'ensemble de sa vie. Donc, de comprendre qu'un patient, c'est plus que j'arrive puis j'ai mal au ventre. Il y a plus que ça. Fait que déjà, de les conscientiser à ça, je trouve que c'est déjà une très bonne chose à comparer à on traite un bobo puis c'est tout. Oui. On ne traite pas l'ensemble de la personne. OK. Pour moi, en fait, c'est de préparer à la prochaine génération qui pourrait devenir maman. Oui. Et donc, porter un enfant. Et oui, c'est possible en chaise roulante d'être maman, d'avoir une sexualité aussi, qu'on oublie parfois. Alors, la façon dont je fais ça, ou j'essaye de préparer, c'est d'en parler le plus souvent que je peux et de donner des conférences. Donc, avec mes collègues qui sont chercheurs, c'est de parler de ça pour conscientiser les professionnels de la santé au fait qu'on peut devenir parent. Parent, oui, tout à fait. Et vous, Adèle? Ben nous, en fait, à travers cette vidéo, c'est vraiment un levier qui nous amène à faire une grande promotion pour ce qui est des soins de santé destinés aux femmes spécifiquement en situation de handicap. Toute personne qui l'a reçue actuellement, ceux qui osent vraiment nous faire des commentaires disent que c'est une vidéo coup de poing. Les gens souvent ne savaient pas, n'étaient pas au courant. Elle joue à tous les niveaux. Alors, c'est se sensibiliser même dans notre société, dans nos familles. Il y a des gens autour de nous qui ne savent pas si on ne leur montre pas, si on ne leur dit pas. Donc, c'est pas seulement aux élus, c'est vraiment à tout le monde, à chacun de prendre la peine de « OK, j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a touchée, j'aimerais te la partager, regarde donc, est-ce que tu savais que ça existe? » Moi, je pense que pour nous, c'est un bon coup de voir l'émulsion, cette émule qui commence à travers cette vidéo-là. J'espère simplement qu'il va y avoir des changements. Comme j'ai dit, on ne les a pas encore. Vous avez entendu les dames, mes collègues ici dire tout ce qu'il y a à améliorer. Ben, nous, on espère qu'on ne reviendra pas ici vous dire que ça n'a toujours pas changé dans 2-3 ans. Alors, on aimerait que ça change, mais rapidement aussi. Ben, écoutez, on arrive à la fin. Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. C'est sûr que c'était un sujet qui n'était pas facile, mais je pense que vous avez grandement informé. Et puis, on va mettre aussi le lien de la vidéo sur notre page Facebook. Donc, je rappelle que mes invités sont Marjorie Onos, psychologue et chercheur spécialisée, Adèle Ngomben-Nkot, organisatrice communautaire, et Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kéroul. Merci, mesdames.
Alors, voilà. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté, diffusion technique. Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.